Pyongyang, place Kim Il-sung. 1 million de personnes en rang parfait, vêtues d'uniformes identiques, lèvent le poing en criant des slogans. Au centre, sur une estrade monumentale, les portraits géants des grands leaders regardent la foule avec des sourires bienveillants peints. La République populaire démocratique de Corée, le pays le plus fermé du monde, où 25 millions de personnes vivent dans une prison à ciel ouvert. Cette histoire commence en 1985, dans un appartement de Pyongyang, où un enfant apprend dès ses premiers mots à vénérer les dirigeants avant même de connaître le nom de ses parents. Voici la vérité derrière la propagande. Le prix réel d'une vie dans le dernier royaume stalinien de la planète. Tu nais en 1985 à Pyongyang, la capitale, dans un appartement de 2 pièces au 6e étage d'un immeuble sans ascenseur. Ton père est ingénieur dans une usine d'État qui fabrique des pièces pour l'armée. Ta mère travaille dans une usine textile où elle coud des uniformes militaires 12 heures par jour. Vous êtes une famille de classe moyenne selon les standards nord-coréens, ce qui signifie que vous mangez du riz 2 fois par semaine au lieu d'une seule. Dans l'appartement, il y a 3 portraits obligatoires accrochés au mur. Kim Il-sung, le grand leader, Kim Jong-il, le cher leader, et le drapeau du parti. Chaque maison reçoit la visite mensuelle d'un inspecteur qui vérifie que les portraits sont propres, bien accrochés, et que personne ne les a placés sous d'autres photos. Ton premier souvenir conscient, à 3 ans, c'est ta mère qui te nettoie le visage avant de te montrer comment t'incliner devant le portrait du grand leader. Elle te dit que Kim Il-sung est ton vrai père, plus important que ton père biologique, et que tu dois l'aimer plus que ta propre famille. À 4 ans, tu commences la maternelle, où la première leçon n'est pas l'alphabet, mais l'histoire des grands leaders, racontée comme des contes de fées mythologiques. On te raconte que Kim Il-sung a vaincu les Japonais à lui seul pendant la Seconde Guerre mondiale, que des arcs-en-ciel sont apparus à sa naissance. On t'apprend que les Américains sont des loups démoniaques qui mangent les enfants coréens et que la Corée du Sud est une colonie esclave qui souffre. À 6 ans, tu entres à l'école primaire, où chaque journée commence par 2 heures d'éducation idéologique avant même d'apprendre à lire ou à compter. Tu apprends à chanter des chansons sur la bonté infinie des dirigeants, sur le paradis socialiste que tu habites, sur les ennemis qui veulent détruire ta patrie. L'arithmétique elle-même est idéologique. Les problèmes de mathématiques parlent de tuer des soldats américains ou de compter des tanks ennemis détruits. Tu portes un foulard rouge des jeunes pionniers et tu apprends à marcher au pas militaire dès l'âge de 7 ans lors des défilés obligatoires chaque week-end. Chaque samedi matin, tu te lèves à 5 heures pour nettoyer les statues des leaders dans ton quartier avec ta classe, frottant le bronze avec des chiffons spéciaux. Les professeurs te disent que c'est un honneur sacré de toucher les représentations des dieux vivants qui veillent sur toi jour et nuit. En 1992, quand tu as 7 ans, ton oncle maternel disparaît soudainement sans explication. Et personne dans la famille n'ose mentionner son nom. Tu apprendras des années plus tard qu'il a été envoyé au camp de prisonniers politiques de Yodok pour avoir critiqué la distribution de nourriture lors d'une réunion. Sa femme et ses 2 enfants ont été déportés avec lui, selon le principe de culpabilité par association, qui punit 3 générations d'une même famille. À l'école, tu apprends à ne jamais questionner, à ne jamais douter, à lever la main pour dénoncer même tes meilleurs amis s'ils disent quelque chose de suspect. Un garçon de ta classe est emmené par la police secrète après que son petit frère a dessiné sur un journal contenant une photo du leader. Tu vois ses parents le lendemain, marchant comme des morts vivants, sachant que leur fils sera probablement exécuté pour ce crime involontaire d'un enfant de 4 ans. En 1994, quand tu as 9 ans, Kim Il-sung meurt et le pays entre dans une période de deuil national obligatoire qui durera 3 ans officiellement. Ta mère pleure sincèrement devant la télévision pendant des heures, convaincue que le monde vient de perdre son plus grand homme, son père spirituel, son sauveur. Ceux qui ne pleurent pas assez lors des cérémonies publiques sont notés par les informateurs du quartier et peuvent perdre leur emploi ou être envoyés en camp. Tu forces des larmes à sortir en te pinçant les jambes sous ton pantalon, terrifié que quelqu'un remarque que tu ne ressens rien pour cet homme que tu n'as jamais vu. Les funérailles durent des semaines, avec des processions géantes où des millions de personnes marchent dans les rues en hurlant leur chagrin comme des acteurs dans une pièce tragique. Kim Jong-il devient le nouveau leader suprême et le culte de la personnalité s'intensifie encore, chaque éloge devenant plus absurde que le précédent. On te dit qu'il ne fait jamais ses besoins car son corps est si parfait qu'il n'a pas besoin d'expulser de déchets comme les humains ordinaires. On te raconte qu'il a écrit 1500 livres pendant ses années universitaires et qu'il contrôle la météo avec ses émotions, faisant pleuvoir quand il est triste. Les années 90 apportent ce qu'on appellera plus tard la Grande Marche difficile, un euphémisme pour une famine qui tuera entre 500 000 et 3 millions de personnes.
L'effondrement de l'Union soviétique coupe les approvisionnements de nourriture et de pétrole, mais le régime refuse l'aide internationale par fierté idéologique. Les rations alimentaires distribuées par l'État diminuent progressivement jusqu'à s'arrêter complètement dans certaines régions en 1995, quand tu as 10 ans. Ta famille commence à manger de l'herbe bouillie, de l'écorce d'arbres et parfois des rats quand vous pouvez en attraper dans les égouts de l'immeuble. Ta mère sort chaque matin à 4 heures pour chercher des plantes comestibles dans les terrains vagues avant que d'autres affamés ne les trouvent. Elle ramène parfois des racines si amères qu'elles te font vomir, mais tu les remanges parce que c'est tout ce qu'il y a. Ton père perd 20 kilos en 6 mois et devient si faible qu'il peut à peine marcher jusqu'à l'usine, qui de toute façon ne fonctionne plus. Il continue à y aller chaque jour, car ne pas se présenter au travail est considéré comme une trahison, même si l'usine n'a pas d'électricité ni de matières premières. Dans ta classe de 40 élèves, 12 meurent de faim entre 1995 et 1997. Leurs bureaux restant vides comme des monuments silencieux à la faillite du système. Tu te souviens de Mino, ton meilleur ami, qui s'est évanoui en plein cours et n'est jamais revenu, mort dans son sommeil cette nuit-là, à 12 ans. Tu vois des cadavres dans les rues le matin en allant à l'école. Des gens qui se sont couchés et ne se sont jamais relevés, morts pendant la nuit. Au début, les gens s'arrêtaient, choqués, horrifiés. Mais maintenant, ils marchent autour des corps comme s'ils étaient des obstacles banals sur le chemin. Les autorités ramassent les corps chaque matin comme des ordures, sans cérémonie, sans dignité, juste pour éviter les épidémies dans les rues de la capitale. Certains corps ont des morceaux manquants, des cuisses découpées, parce que le cannibalisme est devenu une réalité dont personne ne parle, mais que tout le monde connaît. Les rumeurs circulent sur des gens qui ont mangé leurs propres enfants morts, sur des marchés noirs vendant de la viande humaine déguisée en porc. Le gouvernement exécute publiquement ceux qui sont pris en train de voler de la nourriture, les fusillant devant des foules comme avertissement. Tu assistes à l'une de ces exécutions à 13 ans. Un homme attaché à un poteau qui supplie pour sa vie avant que les balles ne le déchirent. Ta mère, désespérée, commence à faire du commerce illégal au marché noir naissant, échangeant les quelques objets de valeur de la maison contre de la nourriture. Elle vend d'abord les médailles de ton père, puis les vêtements, puis finalement les couvertures, te laissant dormir sous du papier journal pendant l'hiver glacial. Les températures descendent à moins 20 degrés en janvier, et il n'y a pas de chauffage, car le gouvernement ne fournit plus de charbon aux immeubles résidentiels. Tu dors avec tes parents dans le même lit pour partager la chaleur corporelle, portant tous les vêtements que vous possédez encore en plusieurs couches. L'école continue malgré la famine, mais les leçons sont devenues absurdes. Des professeurs squelettiques enseignant la grandeur du socialisme à des élèves mourants. On te force toujours à mémoriser les dates de naissance des grands leaders et les slogans du parti, pendant que ton estomac hurle de douleur. En 1997, ton père meurt d'une combinaison de malnutrition et de tuberculose non traitée, car les hôpitaux n'ont ni médicaments ni électricité pour fonctionner. Il tousse du sang pendant des semaines, devenant de plus en plus faible, et personne ne peut rien faire, sauf le regarder mourir lentement, centimètre par centimètre. Ces derniers mots ne sont pas pour ta mère ou pour toi, mais une déclaration de loyauté au parti, gravée si profondément qu'elle survit même à la raison. Les funérailles sont interdites sans autorisation officielle. Alors, vous enterrez son corps la nuit dans un terrain vague à la périphérie de la ville. Tu creuses le trou gelé avec une pelle rouillée pendant des heures, tes mains saignant dans le froid, tandis que ta mère sanglote en silence pour ne pas alerter les voisins. Vous n'avez pas de cercueil, alors vous l'enveloppez dans une vieille couverture et le déposez dans la terre comme un animal, sans prière, sans témoin. Malgré la mort de millions de personnes par la famine, les journaux et la télévision d'État continuent de proclamer que le pays vit dans l'abondance socialiste. Les images montrent des tables pleines de nourriture dans des fermes collectives qui n'existent que pour les caméras, démantelées dès que le tournage est terminé. On te force à participer aux jeux de masse Arirang, ces spectacles gymnastiques géants où 100 000 personnes créent des mosaïques humaines parfaites. Tu passes 6 mois à t'entraîner 4 heures par jour après l'école pour lever une carte colorée au bon moment pendant 30 secondes de performance. Les entraîneurs frappent ceux qui font des erreurs avec des bâtons en bambou, laissant des marques bleues sur les bras et les jambes des enfants qui brisent la perfection. Le spectacle final devant les leaders est présenté au monde comme la preuve de l'harmonie socialiste, mais c'est en réalité une démonstration de contrôle absolu. À 15 ans, tu es envoyé avec ta classe dans les champs pour 1 mois de travail agricole obligatoire, plantant du riz dans la boue sous le soleil écrasant. Vous dormez dans des granges sur de la paille infestée de puces, vous levant à l'aube pour travailler jusqu'au coucher du soleil sans pause ni salaire.
Les gardes battent ceux qui travaillent trop lentement et confisquent la nourriture de toute l'équipe si les quotas ne sont pas atteints. Une fille de ta classe, épuisée, tombe dans l'eau de la rizière et se noie avant que quiconque puisse la sauver, son corps restant flottant 1 heure. Les autorités déclarent que c'était un sacrifice héroïque pour la patrie et forcent sa famille à remercier le parti pour l'honneur d'avoir perdu leur fille. À 17 ans, tu passes l'examen d'entrée à l'université, mais seuls ceux avec les bonnes connexions politiques ou le bon songbun peuvent être acceptés. Le songbun est le système de caste héréditaire qui classe chaque citoyen selon la loyauté de leurs ancêtres pendant la guerre de Corée en 3 catégories. Ton grand-père était un fermier pauvre qui a soutenu les communistes, te plaçant dans la classe moyenne du système. Pas assez bon pour les meilleures opportunités. Ceux dont les ancêtres ont combattu aux côtés des Japonais ou possédaient des terres sont marqués comme hostiles pour toujours, condamnés à la pauvreté par le sang. Tu échoues l'examen, ou plutôt, on te dit que tu as échoué, car les places sont réservées aux enfants des officiels du parti qui ont acheté leurs notes. À 18 ans, tu es enrôlé obligatoirement dans l'armée populaire de Corée pour 10 ans de service militaire, qui sont en réalité du travail forcé déguisé. Tu es envoyé dans une base près de la frontière chinoise, où tu passes tes journées à construire des routes, creuser des tunnels et porter des pierres. L'entraînement militaire consiste principalement en indoctrination idéologique. 8 heures par jour à étudier les pensées des grands leaders et à mémoriser leurs discours. La nourriture est pire qu'à la maison. Du maïs bouilli 3 fois par jour, parfois avec des vers dedans, que tu apprends à manger aussi. Les soldats sont si affamés qu'ils volent la nourriture des fermes locales la nuit, risquant d'être fusillés s'ils sont attrapés par leurs propres officiers. Tu vois des camarades mourir de maladies évitables comme l'appendicite, car le médecin militaire n'a pas d'anesthésie ni d'antibiotiques pour opérer. Les punitions pour désobéissance incluent être forcé de rester immobile au garde à vous pendant 24 heures ou être enfermé dans une cage trop petite. Un soldat de ton unité est exécuté pour avoir tenté de déserter en traversant la rivière Tumen vers la Chine, pris par les gardes-frontières. Tu apprends que le monde extérieur existe, mais est interdit. Que la Chine est juste de l'autre côté, mais pourrait aussi bien être sur une autre planète. Pendant tes années militaires, tu deviens un expert dans l'art de ne rien ressentir, de fermer ton esprit, de survivre en devenant vide intérieurement. Tu apprends à dormir debout, à ignorer la douleur, à répéter les slogans sans penser, comme un robot programmé pour obéir sans questionner. En 2010, après 10 ans de service militaire, tu es démobilisé à 25 ans et retournes à Pyongyang, où ta mère vit toujours dans le même appartement. Elle a vieilli de 30 ans en 10 ans. Ses cheveux sont blancs, son dos est courbé, et elle tousse constamment à cause de la pollution industrielle sans contrôle. L'appartement est encore plus vide qu'avant. Elle a vendu presque tout pendant ton absence pour survivre. Il ne reste que les portraits obligatoires des leaders. On t'assigne un travail dans une usine de textile où tu gagnes l'équivalent de 2 $ par mois en won nord-coréen, qui ne vaut rien sur le marché réel. L'usine n'a de l'électricité que 4 heures par jour, alors vous travaillez dans l'obscurité ou à la lumière de bougies le reste du temps, risquant des accidents. Tu es présenté à une femme par les autorités du parti qui arrange tous les mariages pour s'assurer de la pureté idéologique des unions et éviter de mauvaises alliances. Elle s'appelle Songhwa, elle a 23 ans et elle travaille dans une boulangerie d'État où elle fait du pain qu'elle ne peut pas se permettre de manger. Vous avez 3 rencontres chaperonnées de 30 minutes chacune avant que le parti décide que vous êtes compatibles et approuve votre union officielle. Vous vous mariez en 2011 dans une cérémonie simple où vous jurez allégeance au grand leader avant de vous jurer fidélité l'un à l'autre. Votre lune de miel consiste en une visite obligatoire aux statues géantes de Kim Il-sung et Kim Jong-il, où vous déposez des fleurs et vous inclinez pendant 1 heure. Vous vivez avec ta mère dans l'appartement de 2 pièces car il n'y a aucune possibilité d'obtenir votre propre logement sans connexion politique ou pot de vin. L'intimité est impossible. Tu entends ta mère respirer dans la pièce à côté, à travers les murs minces. Et elle entend tout aussi. Cette proximité forcée détruisant toute dignité. En 2012, votre fils naît et vous l'appelez Chol, un nom approuvé par le comité des noms qui contrôle ce que les parents peuvent nommer leurs enfants selon les règles idéologiques. L'accouchement a lieu à la maison car l'hôpital n'a pas d'eau courante ni d'électricité. Ta femme crie pendant 12 heures sans analgésique. Le bébé survit par miracle, malgré l'absence de soins médicaux modernes, et tu le tiens en te demandant quelle vie l'attend dans ce pays maudit. Kim Jong-il meurt en 2011, et son fils Kim Jong-un prend le pouvoir à 28 ans, devenant le 3e dieu roi de la dynastie Kim, qui règne depuis 66 ans. Le deuil national obligatoire recommence. Tu pleures encore une fois des larmes forcées,
pour un homme que tu n'as jamais vu et qui a causé tant de souffrance. Le régime devient paradoxalement plus répressif et plus ouvert en même temps. Des smartphones apparaissent, mais sont tous surveillés par le gouvernement via logiciels espions. Tu achètes un téléphone chinois d'occasion au marché noir pour pouvoir appeler ta mère quand tu es au travail, risquant 5 ans de prison pour cette possession illégale. Le téléphone est modifié pour ne pas capter les signaux étrangers, et chaque appel peut être écouté par les autorités sans que tu le saches. Les marchés Jiangmadang se développent partout dans le pays, créant une économie parallèle où les gens peuvent acheter ce que l'État ne fournit plus depuis longtemps. Ta femme commence à faire du commerce au marché, achetant des produits chinois passés en contrebande et les revendant avec une petite marge de profit. Elle vend des vêtements d'occasion, des ustensiles de cuisine, parfois des DVD de films sud-coréens gravés qui pourraient la faire exécuter si elle était prise. C'est techniquement illégal, mais les autorités ferment les yeux tant qu'elles reçoivent leur part sous forme de pots de vin réguliers de chaque commerçant. La corruption devient le vrai système économique. Tout peut être acheté si tu as assez d'argent, même l'exemption du service militaire ou un passeport pour Pyongyang. En 2015, ton fils Chol entre à l'école maternelle, où on lui apprend les mêmes mensonges qu'à toi 30 ans plus tôt. Le cycle recommence, exactement. Tu regardes chanter des chansons sur les grands leaders et tu sens un mélange de fierté automatique conditionnée et de tristesse profonde que tu ne peux nommer. Tu veux le protéger de la vérité, car la vérité est dangereuse, mais tu te détestes aussi pour perpétuer le mensonge qu'on t'a fait gober. Un soir de 2016, tu captes par accident une émission de radio sud-coréenne sur ton téléphone et tu entends pour la première fois une version différente de l'histoire. La voix parle de la Corée du Sud comme d'un pays prospère avec des gratte-ciel, de la Corée du Nord comme d'une dictature totalitaire. Et soudain, le monde entier bascule. Tu éteins rapidement la radio, terrifié que quelqu'un t'ait entendu, que les murs aient des oreilles comme on le dit toujours dans les avertissements quotidiens. Pendant des semaines, tu ne peux pas dormir. Ton esprit revient sans cesse à cette voix, à ces mots qui contredisent tout ce que tu as toujours cru être vrai. Tu commences à observer ta vie avec des yeux différents. La pauvreté extrême, la peur constante, les mensonges évidents que tout le monde répète sans y croire. Les fissures dans la propagande deviennent impossibles à ignorer une fois que tu as commencé à les voir. Les contradictions, les absurdités, la misère évidente. Mais que peux-tu faire avec cette connaissance? Fuir est presque impossible, et même si tu réussissais, ta famille serait envoyée dans un camp pendant 3 générations. Tu entends des histoires de transfuges qui ont réussi à atteindre la Corée du Sud, mais aussi des histoires de ceux qui ont été pris et exécutés publiquement. En 2017, ta mère meurt d'un cancer à 62 ans, sans avoir jamais reçu de traitement, car les hôpitaux publics n'ont pas de médicaments de chimiothérapie. Tu aurais pu payer pour des soins privés au marché noir, mais cela aurait coûté l'équivalent de 10 ans de salaire que tu n'as pas. Ces derniers mots sont de gratitude envers les grands leaders pour la vie merveilleuse qu'elle a vécue. Et tu te demandes si elle y croit vraiment ou si c'est juste la dernière performance. Tu la regardes partir et tu réalises que sa vie entière a été une prison dont elle n'a jamais su qu'elle pouvait s'échapper, morte en croyant ses geôliers. Tu continues ta vie comme un automate, allant au travail chaque matin, participant aux réunions politiques hebdomadaires, criant les slogans, tout en étant mort à l'intérieur. Ton fils grandit dans le même système, apprenant à dénoncer ses camarades qui disent des choses interdites, à vénérer les portraits, à accepter la faim comme normale. Il rentre un jour fier d'avoir dénoncé son ami qui a dit que la Corée du Sud avait de meilleurs téléphones. Et tu ne sais pas si tu dois le féliciter ou pleurer. Tu réalises que tu vis dans une prison mentale encore plus infranchissable que les barbelés qui entourent le pays tout entier sur 3000 km. La vérité que tu as apprise ne t'a pas libéré. Elle t'a juste rendu conscient de ta cage sans te donner la clé pour en sortir, ou même l'espoir d'une sortie. Tu as 40 ans maintenant en 2025, et tu sais que tu mourras probablement dans ce pays, dans cette ville, dans cet appartement, exactement comme ta mère. Mes jours se rassemblent tous. Levé à 6 heures, 2 heures de trajet en tramway bondé, 10 heures à l'usine, réunion politique, retour, sommeil, répétition. Tu calcules que tu as passé plus de 20 000 heures de ta vie dans des réunions d'autocritique et d'éducation idéologique, du temps volé que tu ne récupéreras jamais. 25 millions de Nord-Coréens vivent la même vie que toi, emprisonnés par la géographie, par la peur permanente, par l'endoctrinement si profond qu'il est devenu leur identité. Le régime Kim a créé le système de contrôle le plus parfait de l'histoire humaine, où les victimes défendent leurs bourreaux et remercient sincèrement leur prison. Tu enseignes à ton fils à survivre dans ce monde en jouant le jeu parfaitement, en répétant les mensonges avec conviction, en cachant ses vraies pensées, même de lui-même.
C'est la seule façon de protéger ceux que tu aimes dans un pays où 3 générations d'une famille peuvent être punies pour le crime d'une seule personne selon la loi. Tu lui apprends à ne jamais faire confiance à personne, même à ses meilleurs amis, car n'importe qui pourrait être un informateur du régime pour obtenir des avantages. Voici la vérité sur la Corée du Nord. Pas les défilés militaires que le monde voit à la télévision, mais la vie réelle de millions d'invisibles qu'on ne voit jamais. Le prix d'une vie dans le dernier royaume stalinien n'est pas seulement la pauvreté extrême ou la faim chronique, mais la perte complète de ton humanité, de ton âme. Tu es devenu ce que le système voulait que tu deviennes. Un engrenage silencieux dans une machine qui broie les vies et les recrache comme des statistiques. Et le pire, c'est que tu ne peux même pas haïr le système complètement, car il t'a façonné dès ta naissance et fait partie de qui tu es maintenant. Tu mourras un jour sans avoir vécu vraiment, sans avoir été libre un seul instant. Et ton fils héritera de ta prison comme tu as hérité de celle de ton père. Ceci est la Corée du Nord réelle. Pas un pays, mais une expérience cauchemardesque en contrôle totalitaire parfait qui dure depuis plus de 75 ans.